Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Business Africa consacré en grande partie au sommet sur le financement des économies africaines qui s'est tenu le 18 mai dernier à Paris. Voici les titres. Le président français Emmanuel Macron plaide pour que des solutions nouvelles et ambitieuses soient trouvées afin d'aider le continent à faire face au choc provoqué par le coronavirus. Comment peut-on arriver à financer les économies africaines? Des voix s'élèvent sur le continent pour demander un financement basé sur la coopération décentralisée. Ce modèle aidera-t-il à booster le développement des économies africaines? Petit détour par Djibouti, le pays a décidé d'industrialiser la pêche. Le secteur souffre d'un manque de financement. Paris a accueilli le 18 mai dernier le sommet sur le financement des économies africaines. Plusieurs chefs d'État ont répondu à l'invitation du président français Emmanuel Macron, qui a par ailleurs annoncé l'effacement d'une partie de la dette du Soudan. Comment arriver à financer les économies? Pour le professeur Luanga Mukela-Faustin, haut fonctionnaire à l'Organisation mondiale du commerce, les budgets de l'Afrique étant faibles, il faut repenser le modèle économique. On n'arrive pas, avec peu de moyens par rapport aux besoins de l'Afrique, à financer le développement. Il faut réfléchir autrement. L'Europe a financé son développement par l'endettement. L'État a emprunté l'argent auprès des banques pour financer les infrastructures, par exemple. L'Asie n'a pas suivi ce modèle. Les pays asiatiques ont financé par des mécanismes de partenariat, de construction des infrastructures, ce que des sociétés qui ont des moyens, des pays avancés comme le Japon, en Chine, en Corée, investissaient dans des projets qu'ils opéraient, qu'ils finançaient, qu'ils opéraient et se faisaient rembourser. C'est une approche que l'Afrique peut suivre. Pour l'économiste, le rôle de l'État est indéniable, surtout avec l'impact de la crise sanitaire sur les économies du continent. Il y a lieu de repenser les modèles, parce qu'avec la crise de Covid, sans l'intervention de l'État, les économies, les banques se seraient effondrées. Mais l'État a injecté dans le pays du Nord beaucoup d'argent à des taux zéro. Mais l'Afrique ne peut pas le faire. Leurs monnaies ne sont pas convertibles, ils n'ont pas suffisamment de réserves, et les banques centrales, souvent, ils ont des conditionnalités avec le FMI qui ne les permettent pas de monétiser la dette, c'est-à-dire d'émettre d'emprunts obligataires pour permettre les financements. C'est qu'il faut repenser cela, flexibiliser les règles et accompagner l'Afrique. Et cela, ça demande une coopération internationale pour que ça puisse se faire. Le président français Emmanuel Macron, organisateur de ce sommet, et ses homologues africains seront sûrement heureux des conclusions de cette soirée. Les participants ont convenu qu'il ne pourrait y avoir de sortie de crise économique sans sortie de crise sanitaire. La question des crédits supplémentaires par le biais de droits de tirage spéciaux au FMI a été également abordée lors du sommet de Paris. L'allocation africaine devrait passer du coût de 33 à 100 milliards de dollars. Plusieurs économistes sur le continent estiment qu'il faut trouver des solutions africaines aux problèmes africains pour atteindre le développement économique dont rêvent nos États. Alors, pour répondre à la question, je reçois deux économistes, le Togolais Kako Nububko, économiste et conseiller spécial du président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et en face, le Congolais Noël Tchani, basé aux États-Unis, fondateur du réseau d'affaires Congo Business Network et de la société Agéré Global. Bonjour messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation dans ce numéro de Business Africa. Première question, je m'adresse à vous, monsieur Nububko. Quelles sont les solutions, selon vous, à envisager pour parvenir à un meilleur développement économique de l'Afrique ? Mais c'est la thèse que j'ai exposée dans mon dernier ouvrage, L'urgence africaine, dont le sous-titre était Changeons le modèle de croissance. C'est-à-dire que vous ne pouvez réussir la transformation structurelle de vos économies que si vous acceptez de développer le secteur secondaire, ce qui est le secteur industriel. Or, quand vous observez aujourd'hui sur les 30 dernières années, les emplois créés en Afrique, sur 10 emplois créés en Afrique, vous en avez 6 dans le secteur rural, agricole, vous en avez 3 dans le secteur tertiaire et vous en avez un seul dans le secteur industriel. Et donc,
il faut absolument transformer les matières premières. C'est comme ça qu'on peut créer de la valeur, qu'on peut créer des emplois, et c'est comme ça qu'on peut espérer résoudre le problème du chômage massif de nos jeunes. Et vous, Monsieur Noël Tchani, quel est votre avis sur la question? Doit-on avoir un modèle économique commun à toute l'Afrique? Non, je ne pense pas qu'il faut aller avec un modèle universel, donc qui s'applique de la Tunisie à l'Afrique du Sud. Pourquoi on a tendance à voir l'Afrique comme un pays? L'Afrique est composée de combien de pays? 54 pays qui ont des cultures différentes, des langues différentes et l'environnement de monde des affaires qui est différent aussi. Donc, il faut aller avec un modèle personnalisé au niveau local. Pas même au niveau du pays, mais au niveau soit provincial ou même au niveau de la ville. Donc, il faut aller avec un modèle qui est personnalisé pour faire en sorte qu'on accompagne côté secteur public et surtout côté secteur privé. Monsieur Nobubko, alors le développement économique de l'Afrique doit-il se décider à Paris ou en Afrique? Comment sortir de l'ancien modèle selon vous? Nous n'avons pas le choix. On se développe ou on périt. Vous avez un continent sur lequel la population double tous les 25 ans, où l'âge médian est de 15 ans, où les 2 tiers de la population ont moins de 35 ans. Donc, si vous ne donnez pas la possibilité à ces jeunes d'accéder à l'emploi, ben, la population ne va pas mourir en silence. Et donc, vous allez avoir des cycles d'instabilité qui ne seront pas gérables, pas seulement pour l'Afrique, mais pour l'ensemble de la planète. Et c'est pour ça qu'il est impératif aujourd'hui de comprendre que l'avenir de l'Afrique, c'est son marché intérieur. Et donc, l'enjeu monétaire et financier, c'est le financement du marché intérieur africain. On ne peut plus continuer le modèle que nous avons depuis un siècle, c'est-à-dire servir nos matières premières au reste du monde. Ça ne peut plus continuer. Donc, quelles que soient les réunions, les sommets, les séminaires, les rencontres qui vont être effectués, on n'échappera pas à cette donne qui est la création d'emplois sur le continent. Et pour réaliser ce modèle économique, M. Tchani, faut-il encore recourir aux prêts alors que les pays traînent des dettes jugées déjà insoutenables par certaines organisations financières internationales? Le problème n'est pas la dette ou le niveau de la dette. Le problème, c'est la gestion de cette dette. Et le pays africain, pourquoi la dette est mal gérée? Parce que les gens qui sont dans la politique ou qui ont des postes dans la politique utilisent ce genre de postes pour, en principe, ça devient comme quoi des entreprises privées. Prendre de l'argent, mettre dans leurs poches, donner à leurs membres des familles, leurs amis. C'est là où les problèmes se trouvent. Donc, le problème n'est pas quoi? Emprunter plus et plus. Le problème, c'est gérer la dette actuelle et faire en sorte que quand il y a des dons de pays comme tels que la France, les États-Unis ou d'autres pays, ces dons-là vont à quelques projets qui sont nécessaires et qui font en sorte qu'il y a un vrai développement. Et vous, M. Nobubko, êtes-vous de cet avis? La dette n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de la dette? Si vous financez la transformation structurelle des économies, c'est une très bonne chose. Maintenant, si vous financez la consommation qui ne vous permet pas de vous autonomiser un jour, eh bien, vous allez rester dans un cercle vicieux. Et donc, tout ce qui importe, c'est la vision. À partir du moment où on a une vision partagée par l'ensemble de la population, on peut discuter de l'opportunité des instruments. Merci à vous, Monsieur Kako Nobubko. Je rappelle que vous êtes économiste et conseiller spécial du président de la Commission de l'Union monétaire économique ouest-africaine. Et merci également à vous, Monsieur Noël Tchani. Vous êtes congolais, basé aux États-Unis, fondateur du réseau d'affaires Congo Business Network et de la société Agéré Global. Bienvenue à vous dans la seconde partie de Business Africa. Située sur la corne de l'Afrique à la sortie de la mer Rouge, la République de Djibouti veut tirer profit de la richesse de sa position. En plus d'être un appui idéal dans la lutte contre la piraterie et le terrorisme, le pays mise à présent sur le développement du secteur de la pêche. Il est 6 heures du matin et les embarcations entrent à tour de rôle dans le port de pêche de Djibouti.
Ici, débarquent environ 100 tonnes de produits halieutiques par jour. Pas de temps à perdre pour Hassan et ses partenaires qui doivent très vite écouler leur cargaison. Notre cargaison arrive tous les jours et nous vendons directement aux clients sur place. Parfois, nos clients passent commande avant notre arrivée. Djibouti peut produire jusqu'à 15 000 tonnes de poissons par an selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mais le secteur reste essentiellement artisanal et le pays s'est fixé comme challenge de moderniser cette filière. L'entreprise, derrière cette ambition, s'appelle Seafood Djibar. Sa particularité, son capital détenu à 100% par les Djiboutiens. Nous voulons que les Djiboutiens eux-mêmes puissent être conscients de la richesse que nous possédons, qu'ils possèdent. Et ce qui nous différencie, nous, c'est que le terme d'hygiène est là. Et essentiellement, ce sont des produits où nous, on fait attention à ce que le consommateur puisse consommer des produits au préalable, nettoyés et vérifiés par des experts. Ici, près de 15 tonnes de produits halieutiques sont traités par semaine. 60% de cette production est destinée à l'export. Le reste alimente le marché local. Voici les différents types de produits. On peut exporter aux États-Unis, on peut exporter au Canada, on peut exporter partout en Europe. On est la seule et unique société qui a des licences qui sont rares en Afrique de l'Est. Djibouti a une ligne côtière de 372 km, mais ne profite pas de cet atout. La pêche ne participe qu'à moins de 1% du produit intérieur brut du pays. Voici, c'est tout pour ce numéro de Business Africa que vous pourrez retrouver sur nos différentes plateformes Africa News en français et en anglais. Je suis Ruth Lago. On se dit à très bientôt.